L'email marketing doit représenter 30% de votre chiffre d'affaires si vous êtes un e-commerçant. Cette affirmation, vous l'avez sûrement déjà entendue et pourtant elle est complètement fausse. Dans cette vidéo, on va déminer ensemble le vrai du faux sur l'email marketing et vous allez repartir avec tout ce qu'il faut savoir sur ce levier qui est certes très puissant mais où il faut éviter de tomber dans la surenchère. Si vous me découvrez via cette vidéo, je m'appelle Maxence van der Zalmen, je suis le fondateur de l'agence Make Sense for Digital. On accompagne nos clients sur tous les leviers du marketing digital et on fait travailler tout ça ensemble pour faire un orchestre hyper harmonieux et au service de vos performances. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'email marketing, ce qu'il faut savoir, c'est que l'email marketing est un levier très vieux. Le premier email date de 1978, il a été envoyé via ARPANET et à l'époque, ce simple email avait été envoyé à 400 personnes et il avait généré pour 13 millions de dollars de ventes. Donc ce levier marketing qui a plus de 45 ans est vraiment quelque chose à prendre en compte dans votre stratégie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en place une bonne stratégie d'email marketing, faire attention à tous les pièges qui peuvent s'y trouver et avant ça, on va parler de la distinction entre les supports. Donc l'email marketing, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'email est un support, donc c'est pas un outil, c'est pas un levier ou quoi que ce soit comme un autre. C'est vraiment un média qui va être envoyé directement dans la boîte mail de vos prospects et de vos clients. C'est à distinguer de l'outil d'emailing que vous allez utiliser. Ça peut être Mailchimp, Brevo, Emarsys, Klaviyo, whatever. Ça, c'est vraiment pas important. Et c'est à distinguer aussi de la créa, qui est l'email que vous allez concevoir de votre côté et ce que vous allez envoyer via votre outil et qui va arriver dans la boîte mail de votre prospect ou client. Quand on parle d'email marketing, ça regroupe énormément de choses. Donc si on découpe un petit peu tout ça, on va avoir le plus connu, ça va être les newsletters, donc c'est les emails à tendance un peu plus promotionnelle que vous allez envoyer pour parler d'un nouvel arrivage, d'une nouvelle collection, pour annoncer les soldes, le Black Friday, ce genre de choses. Donc ça, c'est des one-shots, c'est des emails qui vont être utilisés une seule fois. Une fois que votre campagne elle est faite, vous n'allez pas la renvoyer à une date ultérieure, sauf cas très spécifique. Et donc, c'est beaucoup d'énergie pour un seul envoi. Donc il faut vraiment que cet email soit rentable, sinon tous vos efforts, en fait, c'est des efforts que vous avez mis en place pour un one-shot. Et donc le seul effet cumulé qu'il va y avoir sur les newsletters, c'est ce que vous allez en apprendre en termes de statistiques derrière. Donc ça va être aussi bien les taux d'ouverture, les taux de clics, le taux de conversion, etc., etc. Donc toutes les stats que vous allez mettre en place à ce niveau-là. Et c'est vraiment le seul élément que vous allez pouvoir réutiliser, à part peut-être quelques bannières. Donc beaucoup d'efforts, un résultat qui peut être incertain. Donc ça, c'est la partie newsletter. Et de l'autre côté, on va avoir ce qui s'appelle le trigger. Donc le trigger, le déclencheur, c'est des emails qui vont être envoyés à vos prospects et clients en réponse à une action qu'ils ont fait ou par rapport à un délai qui s'est écoulé. Donc par exemple, le plus connu, ça va être les abandons panier. Donc je laisse quelque chose dans mon panier, je ne vais pas jusqu'au bout de ma commande. La marque m'envoie un email pour dire coucou, tu as oublié cet objet dans ton panier, merci de bien vouloir finir ta commande pour que je puisse prendre ton argent. Donc ça, c'est le plus connu pour le coup. Et l'avantage de ça, c'est que ça va avoir un effet cumulé dans le temps, puisque plus vous allez le mettre tôt et plus vous allez l'envoyer à des personnes différentes, plus vous allez générer du chiffre d'affaires dans la durée via ces emails automatiques. Donc la distinction entre les deux, maintenant que c'est clair, on revient vite fait sur la newsletter. La newsletter, ça répond généralement à un planning éditorial ou un plan d'animation commerciale. Ça va être quelque chose qui va suivre votre marque dans toute l'année, on va dire. Ça va être, comme je le disais, solde, Black Friday, nouvelle collection, back to school pour septembre. Ça commence en août même généralement, mais bref. Ça va suivre l'actualité de votre marque et généralement l'actualité aussi qui se retrouve sur votre site et dans vos annonces publicitaires. Donc ça, c'est vraiment un vecteur de communication envers des personnes qui vous connaissent déjà. Et comme je le disais, c'est des one-shots, mais il y a quand même un intérêt, c'est qu'en général, comme c'est des personnes qui vous connaissent déjà, comme il y a une actualité particulière, par exemple, si vous faites un code promo qui est valable que 72 heures, bah oui, ça va faire un déclenchement de visite sur votre site vers des personnes qui, par hasard, étaient intéressées pour racheter en ce moment ou qui aiment bien votre marque et veulent venir revoir ce qui s'y passe. Donc ça, c'est un non-sujet, c'est obligatoire d'en faire, ne serait-ce que pour montrer qu'on est vivant en tant que marque. Mais ça ne doit pas être forcément la majorité de vos communications, en tout cas la majorité de vos efforts en tant que responsable CRM ou chargé d'email marketing. Et généralement, ça va aussi répondre à des besoins de segmentation. Vous allez vous adresser à des populations particulières au sein de votre base mail. Vous n'allez pas shooter du tout de base, comme c'était le cas potentiellement il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est quasiment obligé de segmenter pour des raisons de délivrabilité. Pareil, j'en reparlerai après. On aura tout un pan de la vidéo qui sera consacré à la délivrabilité. À côté de ça, il y a aussi la notion de fréquence. À quelle fréquence est-ce que vous allez envoyer ces newsletters one-shot? Donc ça, on entend tout et son contraire sur les réseaux. Tous les pseudo-experts de l'email marketing vous donnent leurs bons conseils à ce niveau-là. Moi, le seul truc que je pourrais vous dire, c'est que on a eu tous les extrêmes. On a eu des marques qui envoyaient une newsletter par mois, ça se passait très bien. Il n'y avait pas des résultats faramineux, mais forcément avec un email, on ne va pas déclencher des millions d'euros de vente, forcément.
Et de l'autre, on a travaillé avec une marque qui avait 5 newsletters par semaine, donc une par jour ouvré, du lundi au vendredi, qui avait un taux d'ouverture supérieur à 35% et un taux de clic supérieur à 5%. Donc c'était une marque où les utilisateurs étaient très engagés, certes, mais vous voyez bien que il n'y a pas de bonne ou mauvaise fréquence, et sans vouloir paraphraser Edouard Baird, mais c'est vraiment dépendant de ce que vous avez à raconter, parce que la seule bonne fréquence, c'est celle à laquelle vos utilisateurs continuent de consommer vos contenus. Parce que si vous avez des choses intéressantes à dire tous les jours, du lundi au vendredi, bah oui, envoyez 5 emails en fait, c'est pas grave, les gens seront contents de recevoir de vos nouvelles. Et si à l'inverse, vous avez peu de moyens, vous avez peu de choses à dire, une newsletter par mois, c'est peut-être un peu faible, mais c'est tout. Mieux vaut envoyer une bonne newsletter par mois que 4 mauvaises par mois ou 4 mauvaises par semaine, parce que derrière, ça va être pénalisant pour vous, ça va être pénalisant pour votre image de marque, ça va être pénalisant pour la délivrabilité. Et donc, tout tient à ce que vous avez à raconter. Et on en revient au planning d'animation commerciale, au planning éditorial. Ayez des choses à raconter à vos clients, sinon ça ne vaut pas le coup de faire de l'email marketing. Mais pareil, ça ne vaut pas le coup de faire des ads si vous n'avez pas une offre à mettre en face, etc. Donc, première chose à faire, mettez-vous d'accord, mettez-vous raccord sur un plan d'animation qui va intéresser vos utilisateurs. Une fois que vous avez ça, vous pouvez augmenter ou diminuer la fréquence selon aussi vos plans d'animation. Typiquement sur une quinzaine de Black Friday, vous allez envoyer peut-être plus de mails qu'en plein mois d'août. Si vous êtes en France, on sait que le mois d'août, voilà, ça dépend de votre verticale évidemment, mais on sait que le mois d'août, ça répond généralement un peu moins bien. Donc une fois que vous avez votre plan, vous savez comment animer votre base. Donc voilà, j'espère que vous êtes au clair sur cette partie newsletter. On peut passer maintenant aux automatisations, donc aux triggers, ces emails qui demandent beaucoup plus d'énergie, en tout cas qui méritent beaucoup plus d'énergie parce qu'ils ont des résultats financiers qui sont beaucoup plus intéressants. Donc qu'est-ce qu'on va entendre par trigger? Alors ça va avoir un nom différent selon les outils, parce qu'il y a des outils qui ne sont pas toujours très raccords. Ça va être tout ce qui tombe sur automatisation, flow, trigger en l'occurrence. Bref, tous ces éléments qui sous-entendent que c'est quelque chose d'automatique. Pourquoi? Parce que c'est, comme je le disais, quelque chose qui est en réponse à une action de l'utilisateur. Ça va être par exemple quand l'utilisateur laisse un objet dans son panier qu'il n'a pas validé, ça on en a parlé. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui s'inscrit à votre newsletter, vous allez l'accueillir dans la base. Si on devait parcourir ensemble très rapidement les automatisations qu'il faut absolument que vous ayez, on en a parlé, l'abandon de panier, c'est obligatoire. Et pour le coup, on parle bien de séquence, donc vous n'envoyez pas un seul email, vous allez envoyer un email par exemple au bout de 3 heures, une fois que la personne n'a pas validé, si vous êtes sur un achat qui est assez impulsif par exemple. Ça peut être plus long si vous êtes sur des projets, typiquement un projet de cuisine ou autre. Et ensuite, vous allez envoyer des autres emails derrière ça si la personne n'a toujours pas acheté. Donc par exemple, vous pouvez avoir un envoi au bout de 3 heures, vous pouvez avoir un envoi supplémentaire au bout de 24 heures, puis 72 heures, etc. Et généralement, ce qu'on vous invite à faire, c'est pas juste dire coucou, tu as oublié ceci, tu as oublié cela. Ça, c'est bon pour le premier email, mais par contre, vous n'allez pas envoyer 3 fois la même chose. On en revient à la valeur que vous allez envoyer à votre utilisateur. Et donc, les emails supplémentaires doivent servir la cause, typiquement sur l'abandon panier. Ça va être le premier email pour juste rappeler ok, tu as oublié ça, peut-être que c'est une erreur, peut-être que tes pâtes étaient cuites et ton enfant criait, donc tu as dû y aller, tu as oublié d'acheter, c'est pas grave, on est là pour toi, on l'a gardé de côté, vas-y, finis ta commande. Donc ça, c'est le premier email par exemple. Le deuxième, ça va être au fait, tu n'as toujours pas validé, peut-être que tu te poses des questions sur ceci, ceci ou cela. Et donc là, vous allez chercher à rassurer d'une manière pragmatique, d'une manière rationnelle votre utilisateur. Typiquement, la façon de répondre à ces 3 questions, donc qu'est-ce qui manque à votre utilisateur pour passer à l'action, vous allez regarder dans les avis clients et potentiellement les avis négatifs chez vous et chez les clients et vous voyez ce qui freine l'achat ou en tout cas ce qui peut frustrer un achat. Si par exemple c'est la taille n'allait pas, la qualité du tissu n'est pas bonne si c'est pour du prêt-à-porter ou les couleurs sont ternes, bon ok, si c'est ça qui revient souvent, vous dites nous le tissu il est de qualité parce qu'il est certifié EcoCert machin, les couleurs sont telles que représentées sur les photos. Bref, vous cherchez à tacler toutes les objections que le client peut avoir. C'est vraiment comme dans une vente en B2B. La personne a toujours des objections quand vous achetez une voiture. Oui, mais est-ce qu'elle consomme pas trop, machin. Le vendeur a toujours une bonne réponse, sauf que là, c'est un échange. Là, vous êtes en échange asynchrone, donc à vous de déminer les objections que les personnes ont dans la tête. Et sur le troisième email, par exemple, ça peut être de rappeler que vous avez des très bons avis clients, que vous avez des garanties. Par exemple, dans le matelas, on voit souvent les 100 nuits d'essai, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses supplémentaires qui viennent se rajouter au premier email et pas juste dire « Coucou, tu n'as pas acheté. Coucou, tu n'as toujours pas acheté. Coucou, tu n'as toujours pas acheté. Qu'est-ce que tu fous ?» Ça a peu de valeur. Ça a des stats qui sont quand même corrects parce qu'on est sur de la vente en panier, mais c'est pas là où vous allez aussi créer
connivence, on va dire, avec votre marque. Et donc, c'est à la fois un enjeu de conversion et un enjeu de réassurance envers votre marque. Donc vraiment, ne pas négliger cet aspect séquence. On ne parle pas d'un seul email d'automatisation, on parle toujours de séquence. Si on passe à l'automatisation suivante, j'aimerais bien vous parler du welcome, donc les flows de bienvenue. C'est quelque chose qui permet de faire rentrer quelqu'un dans votre base et en général, quand la personne a rempli son adresse mail sur votre site web, elle vous connaît pas encore trop. Elle connaît un peu votre marque, sinon elle aurait jamais laissé son adresse mail. Par contre, elle a encore besoin de connaître vos rituels, vos habitudes, etc. Et donc, ce qu'on voit généralement, c'est que les marques envoient un seul email pour dire « Coucou, vous êtes bien inscrit à la newsletter, c'est chouette ». Ok, ça c'est cool, c'est très bien, c'est important d'avoir un accusé de réception, c'est sympa, ça mange pas de pain, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que la personne revienne chez vous, qu'elle vienne passer à l'achat, qu'elle vienne mettre un produit dans son panier pour ensuite déclencher le flow d'abandon de panier dont on vient de parler. Et donc, pareil, le welcome, la bienvenue, ça va être une séquence. Donc vous allez avoir cet accusé de réception qui est envoyé généralement instantanément pour bien montrer aux gens, ok, vous vous êtes inscrit. Parfois même c'est en 2 temps, parce que vous pouvez demander la confirmation d'inscription, ce qu'on appelle le double opt-in, donc de dire confirmer que vous voulez bien recevoir nos newsletters. Ok, ça c'est un débat qui est annexe de savoir s'il faut le mettre ou pas. Moi je recommande quand même de le mettre, ça fait qu'il y a moins de personnes qui vont s'inscrire chez vous, mais la délivrabilité, pareil on en parle un peu plus tard, mais la délivrabilité ira beaucoup mieux. Donc une fois encore, tout dépend de ce que vous allez avoir à raconter dans ce flow de bienvenue, dans cette automatisation de bienvenue. Et là, vous accueillez quelqu'un qui veut découvrir votre marque. C'est vraiment génial parce que c'est l'occasion en or d'aller parler à cette personne, de lui expliquer qui vous êtes, pourquoi vous et pas un autre, pourquoi vous existez. Et là, on en revient aux fondamentaux d'une plateforme de marque. Pas de souci si vous n'en avez pas, normalement vous connaissez quand même votre marque. Et donc, vous savez pourquoi votre marque elle existe, vous savez pourquoi votre marque elle est sur le marché, et normalement vous savez pourquoi les gens achètent chez vous et pas ailleurs. Et j'ose espérer que c'est pas juste le prix, sinon c'est un autre problème. Donc une fois que vous avez un peu ça en tête, vous allez faire un chemin de découverte, un peu comme quand vous avez un nouvel employé dans votre entreprise, généralement il y a un parcours d'initiation, un parcours de découverte des métiers, etc. Là c'est un peu la même chose, vous allez faire découvrir, ok, nous on fait tel type de produit, on vend des matelas par exemple, ok, très bien, pourquoi vous vendez des matelas, qui on est, etc. Donc on rappelle le contexte, ok, vous faites des matelas, pas des lits, machin, que la personne vraiment arrive à mettre votre marque presque dans une case de manière utilitaire, ça c'est un bon début. Et ensuite, sur les éléments suivants, vous avez forcément des choses à raconter. Encore une fois, c'est important de montrer que votre marque a de la preuve sociale, elle est recommandée par d'autres. Vous pouvez aussi mettre tout ce qui touche aux relations presse pour dire par exemple, si vous êtes une marque de déco, ok, c'est vu dans Elle Déco, c'est vu dans Maison et Déco, que votre marque elle est valorisée par des tiers. C'est vraiment la notion de preuve sociale, c'est quand un tiers va endosser votre marque, que ce soit vos clients du passé, que ce soit une référence qui fait figure d'autorité entre guillemets, par exemple dans la déco, on sait que la presse ça a une autorité, et ça peut être aussi par exemple, mais j'aime un peu moins, c'est tout ce qui va être égérie, par exemple si vous avez une star qui est payée par votre marque pour la représenter, ok, c'est le moment de la remettre, ça crée du lien, bref c'est un autre sujet, mais entre guillemets, autant en profiter et autant le mettre aussi dans ces séquences-là. Et ensuite, vous allez aussi parler de tout ce qui est USP, donc les Unique Selling Proposition. Là, on en revient à pourquoi vous êtes sur le marché, pourquoi vous et pas un autre. Et là, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin et parler de vos garanties. Je parlais des 100 nuits d'essai dans le matelas, mais ça peut être par exemple fabrication française, certification EcoCert pour des tissus. On en revient à pourquoi vos produits sont cool, pourquoi ils sont mieux que les autres et pourquoi on doit acheter chez vous plutôt que chez les concurrents. Et là, c'est un espace privilégié pour que vous le partagiez à des personnes qui sont en train de découvrir votre marque. Et enfin, pour en faire que 3 dans cette vidéo, sinon ça va durer des heures, je vous parlerai du flow de réachat. Donc c'est celui qui permet de faire en sorte de générer un achat supplémentaire une fois que la personne a acheté chez vous. Par exemple, on en revient au matelas, parce que c'est un exemple qui va faire fil rouge. Si vous vendez aussi tout ce qui va être à l'aise, drap, oreiller, etc., en fait, juste après l'achat, vous allez potentiellement dire « Hey, ça fait 3 jours que tu as acheté chez nous, est-ce que tu as pensé aux oreillers ou c'est juste que tu les avais oubliés ou il y a quelque chose comme ça ?» Et donc, vous allez chercher à avoir un achat supplémentaire immédiatement pour permettre justement d'augmenter la valeur de votre client sur une durée très courte. Vous avez d'autres techniques à ce niveau-là, ça va être par exemple, on le voit beaucoup dans les cosmétiques, de dire ok, en fait, je sais que la personne a acheté une crème hydratante qui fait 100 ml, 100 ml en moyenne, les gens mettent 3 mois à la consommer, ok, au bout de 2 mois et 15 jours, je vais lui envoyer un email pour lui dire oh, au fait, probablement que bientôt tu n'as plus de crème hydratante, est-ce que tu as pensé à recommander? Donc ça va être tout ce qui va générer du réachat. Donc il y a le côté
achat supplémentaire, upsell comme on dit, avec les draps, les oreillers, etc. pour l'exemple du matelas, et le côté réachat sur la réoccurrence sur l'exemple des cosmétiques. Donc ça, c'est des emails qui sont assez forts. Pareil, là on demande des segmentations assez poussées, puisque si à l'inverse vous avez un produit d'entretien pour une moto et que c'est pour les vidanges moto et donc la personne le fait une fois par an, bon là vous allez l'envoyer au bout de 11 mois par exemple pour dire est-ce que tu as pensé à la vidange de ta moto qui arrive. Donc ça dépend vraiment du type de produit. Et même au sein d'une gamme, donc c'est pas juste votre marque qui va avoir par exemple un délai de 11 mois à mettre en place sur ces mails-là ou 2 mois, ça va être vraiment en fonction du produit. Par exemple, bon, j'espère pour vous que vous ne vendez pas des crèmes hydratantes et des huiles pour moto, mais si vous vendiez les deux, vous auriez deux flows différents avec des dates de déclenchement différentes, puisque la crème hydratante ce sera 2 mois et demi et la moto ce sera 11 mois. Donc en fonction de vos produits, vous allez avoir des dates différentes, vous allez avoir de plus en plus de flow à ce niveau-là ou de plus en plus de conditionnement. Et ça, ça demande beaucoup d'efforts, certes, et pour bien démarrer, parce que vous n'allez pas forcément le faire sur tout votre catalogue, et vous le faites sur les top sellers, donc sur les produits qui se vendent le mieux, parce que c'est ceux qui vont avoir le plus de rotation à aller chercher via ce type d'email. Et après, pour le fond de catalogue, on ne les oublie pas pour le coup, parce que c'est généralement 80% de vos produits qui vont constituer ce fond de catalogue. C'est pas pour autant qu'on va pas mettre ce genre d'email, mais on va être un peu plus générique. Typiquement, sur tous vos matelas, vous pouvez proposer des oreillers supplémentaires. On s'en fout si c'est le matelas 90 par 140, etc. Donc là, vous allez avoir un peu le filet de sécurité, ce que nous on appelle les catch-all, parce que ça attrape tout le reste qui n'est pas pris par les situations spécifiques, comme mon cas de crème hydratante ou mon cas de vidange moto. Pour finir sur les automatisations, elles ont un grand avantage parce que finalement, une fois que vous avez mis en place votre automatisation qui va envoyer un message pour dire aux gens ok, tu as oublié ton huile de vidange dans le panier, n'oublie pas de passer à l'achat. Une fois que ça c'est en place, vous n'allez pas y revenir toutes les semaines, tous les mois ou même tous les ans. Vous allez pouvoir le laisser courir et ça va générer du chiffre d'affaires. C'est pas ce qui est recommandé parce que l'idéal c'est de l'optimiser, parce qu'un A/B test sur un message d'abandon panier qui a généralement des très bonnes statistiques en termes de vente, tout A/B test que vous allez faire qui va faire pencher la balance même de 0,1 point de taux de conversion, ça peut être intéressant, ça peut être rentable et ça peut être plus rentable même que de faire une newsletter supplémentaire, une newsletter one shot. Et donc ces automatisations, on peut avoir tendance à les mettre en place, et ce qu'on appelle le setup and forget, on les met en place et on oublie. C'est un peu dommage parce que c'est un élément qui a beaucoup de volume. Généralement, il y a du monde qui tourne dedans tous les jours. Donc vous cumulez des données qui vous permettent de nourrir un A/B test, qui permet d'améliorer en continu ces messages-là pour arriver justement à un stade où ça génère de plus en plus de chiffre d'affaires. Donc vraiment, passez-y du temps, même si c'est mis en place, même si vous l'avez fait il y a 1 an, 2 ans ou autre, remettez-y souvent de l'énergie, vérifiez les stats, essayez d'avoir toujours en permanence 2 tests qui courent, même si vous n'avez pas forcément le temps de les regarder tous les mois, au moins ça tourne, et quand vous allez avoir un peu de temps, typiquement en août si vous êtes en congé mais que tous vos collègues le sont et que vous avez un peu de temps à y mettre dessus, vous avez vos résultats d'A/B test qui sont là, plutôt que de lancer l'A/B test en août et d'y revenir aux vacances de Noël par exemple. Donc c'est important d'avoir cet A/B test qui tourne en permanence. Pourquoi ? Pour avoir l'accès à la donnée quand vous allez avoir du temps et de l'énergie à y consacrer. Le mieux, ça reste évidemment d'y consacrer de l'énergie tous les mois, mais je sais que c'est pas évident parce qu'on a toujours 10 000 projets à faire quand on est dans une boîte et quand on est dans un e-commerce. Donc là, on a vu 2 façons d'envoyer des emails à nos prospects, à nos clients, mais vous vous dites peut-être, oui, mais en fait, comment je fais pour avoir des emails de prospects ou de clients à qui envoyer ces magnifiques emails qui génèrent du chiffre d'affaires ? C'est une excellente question et ça nous amène à la partie sur ce qui s'appelle le list building, donc la construction de listes d'emails. Et c'est là où on va voir quelle stratégie mettre en place pour justement collecter des adresses email, quelque chose qui est fondamental. On appelle ça la donnée première partie, donc la first party data. C'est des données qui vous appartiennent. C'est-à-dire une fois que la personne s'est inscrite chez vous, son email il est dans vos bases pour une durée limitée. On reviendra vite fait après sur la RGPD, sur la réglementation. Mais ça vous appartient en fait, c'est pas à Google, Facebook, Pinterest ou autre, c'est une donnée qui est chez vous, dans votre back-office, dans vos bases de données, et ça vous appartient. Et donc la question de comment je vais aller chercher ces emails-là, il va y avoir ce qu'on appelle les formulaires. Donc vous le voyez sur tous les sites en bas, vous avez ce petit encart pour s'inscrire à la newsletter. C'est généralement pas là où se passe la majorité des inscriptions. Pourquoi ? Parce que c'est hyper discret. Et si vous regardez dans Google Analytics, vous voyez qu'il y a peu de monde finalement qui va jusqu'en bas d'une page web. Donc l'idée, c'est d'aller chercher d'autres façons de collecter ces adresses-là. Donc parmi les principales, on va retrouver la pop-up ou la pop-in. Donc c'est ces petits bandeaux qui apparaissent d'un coup au milieu de la page ou sur le côté pour inviter les utilisateurs à s'inscrire.
Au plus ça va être invasif, au plus ça va perturber la navigation. Typiquement, si ça s'affiche en plein milieu, si c'est au moment où une personne elle est sur une fiche produit en train de regarder des caractéristiques techniques et autres, ça va être un peu compliqué, sauf si vous adaptez le wording en disant besoin d'aide, mettez votre adresse mail et recevez notre guide machin. Donc ça peut être une solution. Vous avez la même chose mais qui va s'afficher généralement en bas à droite ou en bas à gauche, ça dépend des sites. Et ça, c'est un élément qui est beaucoup plus discret mais qui marche tout autant. L'idéal, ça va être d'avoir une bonne incentive, donc une bonne incitation à ce que la personne renseigne son mail. Donc là, c'est pas forcément un code promo, il y a beaucoup de monde qui recommande de mettre des codes promo à ce moment-là. C'est pas forcément la seule solution, mais ça peut être aussi recevoir un guide gratuit typiquement sur comment bien mener son projet de cuisine, on revient à la cuisine, ou 10 questions à se poser avant d'acheter un matelas, ok, bim, et puis vous envoyez derrière le petit guide, les petits articles, ça renvoie à votre blog, etc. Mais vous avez collecté l'adresse email. Donc à chaque fois, vous remarquerez, les gens, oui, ils peuvent laisser leur adresse mail juste pour recevoir vos nouveautés, pour avoir des infos sur votre marque ou autre, mais généralement, il faut quelque chose qui les intéresse eux. Et donc, si c'est un code promo, si c'est une remise, très bien. Généralement, ce que vous allez voir, c'est que les gens s'inscrivent et que passent commande le jour même, ils voulaient juste le code promo. Donc ça, c'est un test que je vous invite à faire. Si vous laissez des codes promo en échange d'une inscription à la newsletter, regardez en combien de temps les personnes achètent. Généralement, c'est en moins de 24 heures. Et donc, ça veut potentiellement dire que le code promo, il n'était pas forcément nécessaire et il aurait pu être mis par ailleurs. Dans les techniques classiques, on a aussi le jeu concours. Donc, pitié, n'utilisez pas ces espèces de roues un peu dégueu qu'on voit souvent chez les utilisateurs de Klaviyo. Les stats sont assez dégueux derrière et la délivrabilité peut être impactée. Donc, c'est vraiment pas là où vous allez avoir des utilisateurs qualifiés, mais c'est assez commun, donc je peux en parler. L'idéal, c'est d'avoir des jeux concours qui sont un peu plus réfléchis, qui vont être sur une période très définie et qui vont vraiment proposer quelque chose d'utile, parce que généralement, ces espèces de petits trous un peu dégueux, ça va être encore une fois pour proposer du code promo, pour proposer des choses qui sont vraiment pas intéressantes pour les gens, c'est juste pour la partie gamification, mais il n'y a rien derrière, et donc les utilisateurs, ils n'étaient pas vraiment enclins à s'inscrire à votre newsletter, et le désabonnement est hyper rapide. Et le problème, ça va être quand les gens mettent signaler comme spam, parce que là, c'est votre délivrabilité qui va être impactée. Donc les jeux concours, grand pouvoir, grande responsabilité, on les utilise avec parcimonie et surtout on réfléchit avant de les mettre en place. Et enfin, une façon assez classique aussi de faire du list building, ça va être d'utiliser de la publicité comme la publicité Facebook, que ce soit en génération de leads, donc directement sur Facebook où vous collectez les adresses mail et vous les remontez vers votre outil d'email marketing. Ça pareil, les stats sont généralement pas folles là-dessus. Les coûts par lead, donc les coûts par inscrit vont être beaucoup plus faibles que si c'est sur le site, mais la qualité va être un peu plus détériorée. Ce qui est intéressant, c'est de faire de la campagne qui va amener les personnes sur le site, mais avec un objectif de micro-conversion d'inscription à la newsletter. Typiquement, quand quelqu'un s'inscrit sur une pop-up, ça remonte une conversion côté Meta ou côté Google. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, mais vous n'allez pas avoir des coûts par lead à 20 centimes comme vous pourriez l'avoir sur les formulaires Meta. Mais le problème des formulaires Meta, c'est un peu comme la roue un peu dégueu dont je parlais tout à l'heure. Les gens peuvent s'inscrire très vite et se désabonner encore plus vite. Donc, vigilance sur les stats. Si après vous arrivez à mener ce genre de campagne, mais à avoir des bonnes stats derrière, ok, très bien, ça se teste. Comme toujours, il n'y a pas de vérité historique. Si vous avez une proposition de valeur qui est suffisamment forte pour que ça marche, why not? Maintenant, choisissez bien votre façon de piloter cette génération de leads pour que ça serve votre propos global. Mais derrière, c'est quelque chose qui peut générer beaucoup d'inscrits à votre newsletter. Et derrière, charge à vous d'avoir les bons messages pour faire en sorte que les personnes s'inscrivent et restent. C'est un peu le challenge. Faire s'inscrire les gens, c'est facile. Les faire rester et les faire consommer notre contenu, c'est beaucoup plus dur. Donc comme vous le voyez, il y a plein de façons de faire une liste d'emails, de collecter une liste d'emails pour votre marketing digital. Pour autant, il ne faut pas en choisir une et oublier les autres. L'idéal, c'est de cumuler justement ces différentes sources. Comme vous avez plusieurs sources probablement en ads, vous faites de la pub sur Google, sur Facebook, sur Pinterest et autres. Pareil, ici, vous allez chercher à collecter des adresses email de tous les moyens possibles, de toutes les manières possibles. Parce que c'est un capital, comme je le disais, c'est des données qui vous appartiennent, ça a une valeur, c'est quelque chose que des investisseurs vont regarder sur une boîte e-commerce ou sur une boîte de génération de leads. Et donc, c'est intéressant de multiplier les sources, sans s'éparpiller évidemment, mais du coup d'avoir une stratégie de collecte qui est définie et qui est bien cadrée avec typiquement surveiller le taux de conversion de vos formulaires, combien de personnes le voient, combien de personnes s'inscrivent. C'est des choses qui sont intéressantes parce que pareil, vous allez pouvoir A/B tester vos formulaires pour collecter toujours plus de leads, collecter toujours plus d'adresses email que vous allez ensuite pouvoir placer dans vos flows welcome, les flows de bienvenue dont on parlait plus tôt, et les amener tout doucement vers
faire un panier, acheter, réacheter, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va catalyser en tout cas, toute la puissance de votre marketing digital. Là où aujourd'hui, on le sait, le retargeting sur Meta, sur Google, c'est devenu plus compliqué parce qu'il y a la réglementation. Et donc le fait d'avoir des adresses email qui vous appartiennent, ça vous permet d'une part d'augmenter le volume de personnes que vous allez pouvoir recibler, mais surtout de ne pas repayer pour afficher vos messages à ces personnes-là. Si vous n'avez pas leur adresse email, vous êtes obligé d'aller faire de la pub sur Facebook, sur Google, de mettre de l'argent pour faire revenir les gens sur le site. Si vous avez leur adresse email, vous pouvez certes continuer à le faire sur Google, sur Meta, mais vous avez aussi ce canal de communication direct avec vos utilisateurs puisque vous avez leur adresse email. Petit point qui n'est pas si petit que ça finalement, c'est sur la réglementation. Vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre dans votre base mail des personnes qui n'ont pas consenti, donc des personnes qui n'ont pas donné explicitement leur accord pour recevoir vos communications. C'est le meilleur moyen d'une part de finir en spam parce que les personnes, ça les agace de plus en plus. On est dans une époque où l'email marketing, il n'est pas saturé, mais en tout cas, il est bien chargé. Donc les personnes ont moins de patience avec les communications non sollicitées. Et donc, d'une part, vous allez impacter votre délivrabilité. Promis, j'y viens, c'est juste après. Et de l'autre, vous risquez de ne pas respecter la RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, qui est une réglementation européenne qui peut coûter assez cher puisque les amendes peuvent s'élever à 4% de votre chiffre d'affaires si vous ne respectez pas ces règles-là, qui sont celles tout simplement d'avoir le consentement des utilisateurs avant de leur adresser des communications. C'est un peu plus compliqué que ça évidemment parce qu'il y a aussi toute la partie cookies et autres, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, ça fera sûrement l'objet d'une vidéo un peu plus tard. Mais si vous avez des questions sur le RGPD, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo, on va éviter de trop s'attarder là-dessus ici. Une fois que vous avez votre liste, et on prend aussi en compte la liste de clients, parce que finalement c'est des emails de personnes qui ont passé commande chez vous, ça a une valeur monumentale. Et donc qu'est-ce que vous allez faire avec ces listes? Vous allez faire ce qu'on appelle de la segmentation. La segmentation, c'est quoi? C'est quand vous avez votre liste de contacts et vous allez chercher à les mettre dans des cases pour leur adresser des communications un peu plus personnalisées, un peu plus efficaces, donc puisque vous allez vous adresser à une partie seulement de votre audience. Donc par exemple, on va retrouver deux grands types de segmentation. Il y en a un qui va être basé sur l'activité. Donc c'est le segment assez classique qu'on retrouve surtout chez les utilisateurs Klaviyo, parce que Klaviyo a fait beaucoup de matraquage là-dessus, sur la délivrabilité, mais c'est une segmentation un peu bête et méchante en fonction de l'activité des utilisateurs sur est-ce qu'ils ont ouvert ou cliqué un email les 30 derniers jours, les 60 derniers jours, 90, 120. Klaviyo ne recommande pas d'aller au-delà, moi non plus pour le coup. Généralement 90 c'est un peu le bon mix, donc c'est les personnes qui ont interagi avec vos communications ces 3 derniers mois, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est la partie un peu plus théorique, on va dire. Pour vos envois de newsletter, par exemple, vous allez généralement vous adresser aux utilisateurs qui ont ouvert ou cliqué un de vos mails dans les 90 derniers jours. Et si vous avez une communication un peu plus spéciale, genre un Black Friday ou des soldes, vous allez monter à 120 jours. Ça, sur le papier, c'est ce que nous dit Klaviyo. Nous, on a aussi des marques qui peuvent shooter beaucoup plus loin. On arrive encore aujourd'hui à shooter à 1 an d'historique. C'est un peu dangereux en fonction de la délivrabilité. Il faut vraiment le faire sur des coups de poker comme un Black Friday ou des soldes et surtout bien réchauffer sa délivrabilité sur le côté. On ne parle pas forcément d'un plan de chauffe si ça vous parle, mais c'est quelque chose qui est utilisé avec beaucoup de précaution. Donc ça, c'est ce que j'appelle la segmentation technique. C'est très basico-basique et quasi uniquement pour faire de la bonne délivrabilité. La segmentation qui va nous intéresser quand on veut vraiment générer du chiffre d'affaires avec l'email marketing, ça va être tout ce qui est segmentation de type RFM par exemple. Donc RFM, ça veut dire récence, fréquence, montant. Si on détaille chacun des 3 éléments, la récence, ça va regarder depuis quand la personne a passé sa dernière commande. Par exemple, si on est le 1er avril et que la personne, sa dernière commande date du 1er mars, sa récence, elle va être au niveau d'1 mois. La fréquence, c'est à quelle fréquence la personne achète chez nous. Si on reprend l'exemple de mes crèmes hydratantes de tout à l'heure, où je sais que je fais 3 mois avec, sur 1 an, si la personne a commandé 4 fois chez moi, elle va avoir une fréquence d'achat de 4 à 12 mois. Il y a une fréquence d'achat à 24 mois aussi qui est intéressante à regarder. Typiquement, si on reprend l'exemple de l'huile de vidange pour la moto, la personne, si elle a acheté 2 fois en 2 ans, c'est-à-dire qu'elle a fait tous ses achats sur ce produit-là chez moi, donc c'est très bien, elle a une fréquence de 2 achats à 24 mois. Et enfin, le montant ou le monétaire, ça va être quelle est la valeur totale en euros que la personne a dépensé chez moi. Par exemple, on reprend l'exemple de l'huile de vidange, si ça coûte 20 balles d'acheter ce produit-là, si la personne l'a acheté 2 fois chez moi et qu'elle a acheté rien d'autre sur cette période-là, elle a une valeur de 40 euros. Donc ça va être sur la partie montant. Ce qui va être intéressant avec ces 3 pans-là, c'est qu'on peut aussi les découper et regarder par exemple que le montant. C'est pas forcément ce que je recommande, la fréquence c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le réflexe d'aller acheter chez votre marque.
Et donc vous pouvez avoir des scénarios qui sont un peu différents selon les personnes. Et c'est là où on rentre vraiment dans de la segmentation intéressante à ce niveau-là, puisque vos utilisateurs qui achètent tout le temps chez vous, qui dépensent énormément d'argent chez vous, vous allez avoir une attention toute particulière pour eux. Vous allez leur adresser des communications qui sont peut-être un peu plus spécifiques, qui sont peut-être un peu plus pointues. Typiquement, nous, dans le B2B, on a eu un exemple où des utilisateurs qui avaient une très forte fréquence, une faible récence et qui dépensaient des bons montants, on a poussé des communications qui étaient un peu plus techniques au niveau de la marque. En tout cas, on parlait un peu plus des actus de la marque, des choses qui intéressent peut-être moins des utilisateurs un peu plus touristes qui sont là juste pour consommer. Des utilisateurs qui adorent votre marque, on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on va leur raconter. Je ne dis pas de partager des communiqués de presse, mais pas loin, en fait, c'est un peu les mêmes idées qui vont potentiellement intéresser ces personnes-là. Et dans l'idée, c'est des choses qui peuvent vous aider à transformer ces clients-là en ambassadeurs. Ça, c'est un autre sujet, on va toucher la Customer Advocacy, ça s'appelle. C'est un autre sujet, ça mériterait une vidéo complète. Il y a un épisode de podcast Make Sense qui est sorti à ce sujet-là avec Christophe Barouin de Mention Me, qui est une boîte spécialisée dans la Customer Advocacy. Donc si ça vous intéresse, allez regarder sur la chaîne, c'est quelque part par là. Mais vous le voyez, la segmentation, c'est pas juste se dire, ok, depuis quand les personnes ont cliqué, ouvert, machin, ça, c'est intéressant pour le pilotage, pour le run, mais c'est pas quelque chose de stratégique, c'est pas si intéressant que ça. C'est quelque chose qui est vraiment au niveau d'un chargé de campagne et pas d'un responsable CRM, d'un CMO, d'un CEO et autres. Nous, à ce niveau-là, ce qui va nous intéresser, c'est ok, quel type de communication différenciante on peut avoir par cible et quels vont être les différents objectifs qu'on se met par cible. Est-ce qu'on a un objectif de transformation en ambassadeur? Est-ce qu'on a des objectifs de programme de fidélité? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'autre qui vaut vraiment la peine de s'y attarder dès lors qu'on a des bases qui sont assez significatives. Et le premier pas, si vous n'êtes pas encore prêt à faire vraiment tout ce qui est segmentation RFM, typiquement, vous pouvez regarder qui sont un peu les ventres mous, donc les clients qui ne consomment que quand c'est des promos, des clients qui achètent que quand c'est Black Friday, que quand c'est les soldes, qui mettent toujours un code promo, même du code promo d'affilié, qu'ils ont été cherchés sur un obscur site de cashback ou autre. Donc ça, vraiment une audience que vous allez garder que pour les périodes où justement vous avez de la promo à pousser, ou au contraire quand vous voulez sauver de la marge et surtout pas vendre en promo, même si vous en faites un peu, vous allez les exclure de vos envois. Et à l'inverse, vous avez par exemple le top 20% clients, donc les personnes qui ont le 20% des meilleurs montants, toutes commandes cumulées, on revient un peu à la logique RFM, et vous allez leur adresser une communication spécifique parce que vous avez besoin d'un boost sur un week-end pour du chiffre d'affaires, etc. Donc vraiment, c'est des premiers pas, on va dire, vers une vraie segmentation RFM qui peut demander plus de temps en gestion, qui peut demander plus de réflexion, mais qui reste vraiment quelque chose qu'on peut twister un peu dans tous les sens et vraiment aller chercher plus de chiffre d'affaires parce qu'on va s'adresser différemment à nos cibles et ça va être quelque chose aussi intéressant intellectuellement. Il ne faut pas toujours faire les choses juste parce que c'est intéressant intellectuellement, mais là pour le coup c'est quelque chose qui est généralement rentable. Le point suivant, il est encore moins sexy, mais pour le coup sans lui tout le reste n'a aucun intérêt, c'est la délivrabilité. La délivrabilité, c'est ce qui va permettre d'envoyer vos emails et qu'ils arrivent vraiment dans la boîte de réception de vos utilisateurs. Aujourd'hui, il y a tellement d'abus sur le spam que les email providers comme Gmail, Yahoo ou encore Outlook ont mis en place des règles assez drastiques pour éviter justement ce spam à outrance avec des personnes qui envoient des emails non sollicités, des personnes qui sursollicitent leur base, etc. Et donc aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'avant d'avoir une bonne délivrabilité. Donc la délivrabilité, c'est quoi? C'est le fait de montrer patte blanche, en fait, d'avoir des bons emails qui passent les barrières à spam de Gmail, Outlook et autres. La délivrabilité, c'est un sujet énorme, assez crucial pour le coup, parce que quand c'est mal géré, en fait, on ne peut plus utiliser l'email marketing comme un levier et on est obligé de repasser par des périodes de chauffe, des blacklists, etc. Ça peut être assez costaud, assez compliqué et assez chronophage. L'idée ici, c'est vraiment de vous donner les premières bonnes pratiques, les gros red flags à éviter pour ne pas tomber en spam. La première chose à faire, c'est de vérifier si vous êtes conforme aux nouvelles règles d'envoi chez Gmail et Yahoo. Donc on dit nouvelles, mais pour le coup, c'est en place depuis février 2024. Il y a une vidéo qui vous explique tout ça en détail sur la chaîne Mavericks, le lien sera en description de cette vidéo, comme ça vous pouvez le retrouver assez facilement et vous pouvez vérifier. Ça touche notamment tout ce qui est setup, SPF, DKIM, des marques. Si c'est des choses qui ne vous parlent pas, j'allais dire tant mieux, mais pour le coup ça peut être inquiétant, donc allez vraiment voir l'autre vidéo si vous n'êtes pas au courant de tous ces sujets-là. Et ça touche aussi au volume d'envoi et aux statistiques. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur ces modifs qui ont été faits en février 2024, allez voir la vidéo. Sinon, pour revenir à la délivrabilité, l'important, ça va être aussi sur le contenu du mail et sur la segmentation. Donc la segmentation, on en a parlé juste avant. Il ne faut pas shooter, si vous avez une base qui a 10 ans d'historique, vous n'allez pas shooter les personnes qui n'ont pas ouvert un seul de vos mails depuis 10 ans. De toute façon, vous n'avez plus le droit normalement avec la RGPD. Vous allez vous cantonner à un ciblage qui est un peu plus restreint. Donc ce 90-120 jours de latence dont on parlait plus tôt, avec des personnes qui ont ouvert un mail au moins une fois,
dans les 90 derniers jours. C'est vraiment le minimum syndical, d'autant plus qu'aujourd'hui, les ouvertures, on peut moins les traquer. C'est pas le sujet de cette vidéo à nouveau, mais le taux d'ouverture dans la plupart des outils, il est quand même gonflé parce que sur Apple, on ne peut plus le suivre aussi bien qu'avant. Puisque Apple va simuler des ouvertures, même sur des personnes qui n'ont pas ouvert vos emails. Donc ça, c'est un autre sujet, je ne le traite pas ici. Mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour ça. Et l'autre point hyper important pour la délivrabilité, ça va être sur le poids de vos emails. Il faut que vos images soient compressées, qu'il n'y ait pas un email qui fasse 30 mégas comme j'ai déjà pu le voir. L'idéal, c'est vraiment d'avoir la taille la plus basse possible. Donc pour ça, il y a deux façons de faire. Vous resizez, vous redimensionnez vos images pour qu'elles soient vraiment à la taille maximum qui peut être utile dans un email. Donc ça, à vous de voir par rapport à l'usage de vos utilisateurs. Mais ça sert à rien d'avoir des images qui font 5000 pixels par 5000 pixels alors que la plupart des emails sont ouverts sur un téléphone, même sur un iPhone Retina. Un 5000 par 5000, ça n'a aucun intérêt d'envoyer ça. Donc il y a cette partie redimensionnée et il y a la partie compressée. Donc là, pour le coup, vous pouvez utiliser des outils gratuits genre TinyPNG ou Kraken.io, etc. qui vont enlever tout ce qui est métadonnées, qui vont essayer de compresser encore un peu plus l'image pour la rendre plus légère sans toucher à la qualité. Si vous avez le droit, via votre service marque, de toucher un peu, de dégrader la qualité des images, ça c'est encore mieux pour le coup, mais généralement, quand on est une marque e-commerce, on n'a pas trop le droit, parce que la marque râle, les patrons râlent, etc. Même si d'un point de vue CRM et délivrabilité, compresser ces images en acceptant une mini dégradation de la qualité, c'est vraiment le top. Ensuite, pour la délivrabilité, il y a deux outils qui sont utiles pour suivre sa délivrabilité justement. Il y a le Gmail Postmaster Tool qui va permettre d'avoir accès à ce que Gmail pense de vos envois. Vous allez pouvoir suivre en direct ce que Gmail a en tête quand il voit vos emails passer, qu'est-ce qui se passe entre guillemets dans l'algorithme, et ça vous permettra de réagir en cas de problème. Et donc côté Microsoft, vous allez avoir SNDS qui permet de suivre ce que Microsoft, donc Outlook, Hotmail, Live, etc., ce que Microsoft pense de vos emails. C'est un peu plus tricky, c'est un peu plus vicieux à mettre en place parce que si vous avez un outil comme Klaviyo, la plupart des utilisateurs Klaviyo sont sur la même IP, donc vous n'allez pas pouvoir bien suivre et vous n'allez pas même avoir accès à cette partie-là. Donc c'est vraiment pour des personnes qui ont une IP dédiée, qui envoient leurs emails presque eux-mêmes avec une IP qui n'est pas partagée avec d'autres, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques à ce niveau-là, idem si ça vous intéresse, espace commentaire, etc., etc. Donc suivre la délivrabilité dans ces deux outils-là, c'est quelque chose de très intéressant. Et enfin, surtout si vous n'avez pas accès à SNDS, il y a d'autres outils qui sont intéressants comme Litmus ou JLockApp qui vont être des outils qui testent la délivrabilité. Comment ça marche globalement? Ils ont des adresses mail un peu à droite à gauche sur Gmail, sur Yahoo, sur Live, etc. Et vous allez, en parallèle de vos envois, mettre ces adresses-là dans la liste de vos destinataires. Et ensuite, les outils vont vous dire, ok, en fait, sur la base de mes 50 adresses à qui tu as envoyé ta campagne de newsletter, il y en a 10 où c'est arrivé en spam, il y en a 7 où c'est arrivé dans l'onglet promo sur Gmail, etc. Donc ça, je ne vous recommande pas forcément de le mettre à chaque envoi, ça a peu d'intérêt, mais faire au moins un test de délivrabilité par mois, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Nous, pour le coup, avec les clients, en général, c'est ce qu'on recommande. Avoir un tableau de bord tous les mois où on vérifie qu'on n'a pas dégradé la délivrabilité pour être sûr de pouvoir continuer à envoyer des emails et générer du chiffre d'affaires avec l'email marketing, c'est quand même ce qu'on lui demande. Et enfin, avant de vous laisser partir mettre en place toutes ces bonnes choses qu'on vient de voir ensemble sur l'email marketing, je vous laisse un petit popcorn, quelques bonnes pratiques que vous pouvez avoir en tête quand vous faites de l'email marketing. Donc d'un côté, on va avoir tout ce qui va toucher aux objets. Donc les objets, c'est le sujet de votre email. Là, pour le coup, ça mérite à chaque fois de faire un A/B test à nouveau. L'idéal, ça va être par exemple de tester 2 objets sur une partie de la base, de voir lequel démarre le mieux et ensuite envoyer au reste de la base sur base de l'objet qui a le mieux marché. Donc ça, par exemple, vous mettez 20% de votre base avec 10% objet A, 10% objet B. Si l'objet B marche mieux en termes de taux d'ouverture, taux de clic, etc., 1 heure après, 2 heures après, vous envoyez sur les 80% de restant de votre base uniquement avec l'objet 2. L'objet A, c'était un test, il n'a pas marché, tant pis. Et ça, vous le faites au moins sur les newsletters impactantes, donc typiquement du Black Friday, des soldes, on en revient là, ou si vous avez des lancements de nouvelles collections, ce genre d'éléments hyper forts en email marketing, ça vaut le coup de prendre ces petites minutes supplémentaires pour tester. Surtout que sur la plupart des outils d'emailing, aujourd'hui, vous pouvez pré-paramétrer ces tests-là et donc lui dire, ok, échantillonne, teste les objets et ensuite envoie sur celui qui a le mieux marché. Donc ça, vous n'avez même plus besoin, comme avant, de pré-paramétrer, de venir voir en temps réel pour voir, ok, c'est l'objet B qui a le mieux marché, je paramètre ma deuxième campagne, etc. Ça, pour le coup, c'est un peu chiant, mais c'était comme ça qu'on faisait avant.
Deuxième bonne pratique avant de se quitter, ça va être le copywriting. Donc l'idée, en fait, un email, c'est pas quelque chose qui va vendre par lui-même. L'objectif d'un email, c'est de faire revenir la personne sur votre site web avec une action concrète. Donc le mail, il n'est pas là pour vendre, il n'est pas là pour faire adorer votre marque, même si ça va jouer. Le mail, il est là pour déclencher une action spécifique qui va être une micro-conversion, qui va être un clic. Donc là, vous voulez que la personne clique sur l'email et ensuite charge à la landing page, donc la page sur laquelle vous avez renvoyé la personne, de faire en sorte que la personne continue son parcours d'achat. L'email, il est juste là pour rattraper un clic. Quand vous écrivez vos emails, cherchez pas à trop en faire, cherchez pas à être trop verbeux, à tout de suite aller mettre des freins qui pourraient dire bah non en fait la flemme d'y aller parce que je sais que ça va être compliqué, etc. L'objectif du mail, il est généralement simple. On dit un mail, un CTA, donc un call to action. C'est même plus simple que ça en fait. Tous vos emails doivent chercher un clic. Il y a un clic dans des conditions particulières, typiquement oui, l'abandon de panier. Vous allez chercher à faire en sorte que la personne revienne très vite sur son panier. Le message de bienvenue, bah oui, peut-être vous allez vouloir très vite que la personne revienne sur le site, etc. Mais à chaque fois, on parle bien d'un clic. Donc perdez pas ça en tête. Réfléchissez bien à quel stimulus vous allez pouvoir déclencher dans votre email pour que la personne fasse cette action. C'est quelque chose d'assez simple. On en revient presque à de la psychologie ou du neuromarketing, mais allez vraiment comprendre qu'est-ce qui va faire en sorte que la personne va déclencher ce clic. Après, vous passerez la main à la landing page et c'est un autre sujet, c'est un autre travail, potentiellement d'autres personnes chez vous, mais réfléchissez bien et essayez de ne pas complexifier la chose, vraiment. Une des erreurs classiques qu'on voit dans le copywriting et même dans l'email marketing en général, c'est la volonté de trop complexifier. L'email, c'est censé être simple, efficace et presque mécanique. Dernier conseil, comme ça on se quitte sur 3 bonnes pratiques, soyez unique. Ça peut paraître assez con, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'emails qui se ressemblent, notamment chez les marques qui utilisent Klaviyo. C'est un gros point de vigilance que j'ai sur les marques qui utilisent cet outil-là. Il y a beaucoup de templates, il y a beaucoup de redondance d'une marque à l'autre. Et en fait, aujourd'hui, dans la plupart des cas, une marque qui utilise Klaviyo, on le voit à l'œil nu en fait dans le mail, sans même avoir besoin d'aller vérifier les liens tracking, etc. On le sent parce qu'en fait, c'est un peu tout cet écosystème de marques qui ont un peu fait un one-shot sur l'email marketing, qui ont mis en place des choses très vite, très bien, ou avec des graphistes qui moulinaient et qui débitaient finalement la même chose. On est presque sur un template usine, entre guillemets. Et donc l'unicité, elle se perd énormément. Donc oui, les textes peuvent être uniques, mais ce qu'on remarque généralement, c'est que et les templates sont assez classiques d'une marque à l'autre, et les photos sont assez classiques d'une marque à l'autre, et les textes sont assez lambda d'une marque à l'autre. Donc en fait, si vous envoyez le même email que votre voisin, bah c'est comme si vous aviez le même site web, comme si vous aviez les mêmes produits que votre voisin. Ça n'a aucun intérêt et ça ne peut pas marcher, ou en tout cas, ça ne peut pas marcher comme ça le devrait. Mais pour le coup, si vous faites la même chose que les autres, je peux vous assurer que vos résultats sont beaucoup moins bien que ce que ça devrait normalement être. Donc ce qui est cool, et si on voit le positif dans la chose, c'est que si vous faites ça, vous en avez sous le pied, vous pouvez aller chercher encore plus de chiffre d'affaires via l'email marketing. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, si vous voulez booster votre marketing digital, allez en description, il y a une ressource qui est parfaite pour ça. Si ce n'est pas le cas et si vous voulez vous cantonner à l'email marketing et qu'on a déjà vu plein de choses ensemble aujourd'hui, pas grave, foncez déjà sur ça. Mais vraiment, si vous voulez bousculer un peu votre e-commerce et aller à l'étape suivante, allez voir cette ressource, c'est en description, c'est gratuit, it's on me. Et pour revenir à l'accroche sur le fait que vous devez générer 30% de votre chiffre d'affaires via l'email marketing, sinon vous êtes nul. C'est un peu ce qu'on voit, c'est comme ça que Klaviyo avait matraqué quand ils sont arrivés en France. C'est comme ça qu'il y a encore beaucoup d'agences d'email marketing qui viennent vous démarcher aujourd'hui. Cette affirmation, elle est un peu nulle parce que tout va dépendre de votre verticale. Si vous vendez des cuisines et que vous n'avez aucun autre cross-sell là-dessus, faire 30% de votre chiffre d'affaires via l'email marketing, ça relève du miracle, c'est vraiment impossible pour le coup. Et effectivement, si vous vendez des cosmétiques, du prêt-à-porter ou des choses comme ça, oui, vous pouvez aller chercher ces 30% de chiffre d'affaires via l'email marketing. Mais c'est pas une fin en soi parce que si vous avez des énormes campagnes de presse, si vous faites de la pub télé en parallèle, en valeur, ça va avoir un impact sur le visitorat de votre site et donc en pourcentage, raisonner en 30% du chiffre d'affaires via l'email marketing, ça implique quoi en termes de visites, etc. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais déminer et découper l'email marketing pour revenir aux fondamentaux. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez envie de vous occuper un peu mieux de votre email marketing si ce n'était pas le cas. J'espère que vous avez envie d'aller à l'étape supérieure si vous aviez déjà un bon setup en email marketing. En tout cas, moi je serais ravi d'en discuter avec vous. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire. Si vous voulez des vidéos complémentaires sur le sujet, ce sera avec grand plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et pour ne rien louper, abonnez-vous!